Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide, en direct de Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Les partisans du président sortant Donald Trump réunis dans la capitale américaine, l'actuel locataire de la Maison-Blanche s'en est pris à son propre camp républicain juste avant que le Congrès n'entérine le vote des grands électeurs en faveur de son rival démocrate Joe Biden. En même temps, les yeux sont toujours rivés sur l'État américain de Géorgie après la double élection partielle d'hier, avec à la clé le contrôle du Sénat. Dans l'une d'elles, le candidat démocrate Raphaël Warnock est donné gagnant face à la sortante républicaine Kelly Loeffler. Dans l'actualité également, face à la flambée du nouveau variant du coronavirus, la Grande-Bretagne entame un troisième confinement que le gouvernement promet de mettre à profit pour vacciner près de 14 millions de personnes d'ici mi-février. L'actualité américaine, pour ouvrir ce journal, des milliers de partisans du président républicain Donald Trump se sont retrouvés aujourd'hui pour un rassemblement à Washington où le Congrès se réunit le même jour pour entériner formellement le vote du collège électoral au profit du président élu Joe Biden. Si certains poids lourds républicains ont fini par admettre la victoire du démocrate, des dizaines d'autres parlementaires ont promis d'exprimer leur objection ce mercredi et de faire résonner les allégations de fraude au sein même du Capitole. C'est l'actuel vice-président républicain Mike Pence qui préside la séance conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat. Le Congrès appelait donc à officialiser le vote de 306 grands électeurs en faveur de Joe Biden contre 232 pour Donald Trump. Il ne s'agit que d'une procédure purement formelle, mais tout à l'heure, devant ses partisans, le président Trump a critiqué son propre camp républicain avant ce vote. Pour lui, les ténors républicains sont faibles et pathétiques. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais, dit-il. Il a demandé à Mike Pence de faire ce qu'il appelle la bonne chose. Nous tous aujourd'hui ne voulons pas voir notre victoire électorale volée par des démocrates de gauche radicaux, ce qu'ils sont en train de faire, et volée par les faux médias d'information. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils font. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais. Cela n'arrive pas. Vous ne concédez pas quand il y a vol. Et j'espère que Mike va faire la bonne chose. J'espère que oui. J'espère que oui, parce que si Mike Pence fait la bonne chose, nous gagnons les élections. Tout ce qu'il a à faire, et cela vient du premier ou certainement l'un des meilleurs avocats constitutionnels de notre pays, il a le droit absolu de le faire. Nous sommes censés protéger notre pays, soutenir notre Constitution et protéger notre Constitution. L'autre grosse actualité américaine, c'est évidemment le double scrutin sénatorial qui a eu lieu en Géorgie hier. Le candidat démocrate Raphaël Warnock a revendiqué l'un des 2 sièges en jeu pour le Sénat américain face à sa rivale, la candidate sortante du Parti républicain, Kelly Loeffler. Pour l'heure, on ignore l'issue définitive de l'autre joute qui pourrait faire basculer la majorité d'un côté ou de l'autre à 2 semaines de l'investiture prévue du président élu Joe Biden. Les grands médias américains n'ont pas encore annoncé le vainqueur de ce scrutin serré. Pour faire le point, nous retrouvons notre confrère de l'agence AP, Philip Crowther, en Géorgie. Les candidats démocrates au second tour des élections au Sénat en Géorgie ont déjà revendiqué la victoire. Le premier, tard hier soir, était Raphaël Warnock, le pasteur de l'église de Martin Luther King Jr. ici à Atlanta. Jon Ossoff a fait de même. À 8 h du matin aujourd'hui, l'homme de 33 ans serait le plus jeune membre du Sénat américain.
Aucun de leurs adversaires républicains n'a cependant concédé et un recomptage dans une des deux courses reste une possibilité. Le président Donald Trump a également réagi tard la nuit dernière avec des allégations non fondées de fraude électorale. Le président élu, Joe Biden, a attendu ce matin pour publier sa déclaration dans l'attente d'un contrôle du Parti démocrate, de la Chambre des représentants et du Sénat. Biden et les démocrates au Congrès envisagent un Sénat qui leur permettrait de présenter leurs priorités et les promesses de campagne du président élu, qu'il s'agisse de la lutte contre le coronavirus, de la réforme des soins de santé, de la lutte contre le changement climatique, de la politique étrangère et peut-être même du contrôle des armes à feu. Les républicains, ici en Géorgie, pourraient bien voir maintenant Donald Trump comme l'homme responsable de pertes historiques à la fois à l'élection présidentielle et au Sénat. Ces allégations de fraude électorale généralisée pourraient bien avoir conduit à une baisse du taux de participation républicaine, bien que ceci reste à démontrer. Les démocrates ont réussi une fois de plus à faire appel à leur nouvelle coalition ici en Géorgie, une coalition de jeunes et de nouveaux électeurs ainsi qu'à un fort soutien afro-américain. Cela fait des décennies que les démocrates n'avaient pas réussi à faire des progrès aussi importants dans cet État du Sud des États-Unis. Philip Crowther pour VOA Afrique à Atlanta, Géorgie. Merci bien Philippe. On retrouve à présent Catherine Gibson de la VOA qui revient sur la journée de vote d'hier. Elle nous rappelle également les enjeux de cette double joute électorale. Récit Salwa Jafari. Au milieu d'une pandémie, les électeurs géorgiens se sont donc rendus mardi aux urnes pour choisir 2 sénateurs. Un scrutin qui aura un impact politique majeur, l'équilibre du pouvoir entre les démocrates et les républicains. C'est terrifiant. J'espère que je ne prends pas la mauvaise décision. J'ai l'impression que pour la première fois depuis des années, nous avons réellement la chance de créer un avenir meilleur. Dans une double élection sénatoriale très inhabituelle, les électeurs détermineront le contrôle du Sénat américain, actuellement aux mains des républicains, en choisissant parmi les titulaires républicains David Perdue et Kelly Loeffler et leur challenger démocrate Jon Ossoff et le révérend Raphaël Warnock. Si les démocrates remportent les 2 sièges, la vice-présidente élue Kamala Harris sera en mesure de voter pour tout projet de loi que le président élu Joe Biden souhaite adopter au cours de ses 2 premières années de mandat. Mais certains électeurs ici disent qu'avec la Chambre contrôlée par les démocrates, il serait préférable d'avoir un Sénat dirigé par les républicains. Je ne pense pas que si un parti contrôle l'ensemble du Congrès et la présidence, nous verrons que tout le monde sera pleinement représenté. Les allégations de fraude électorale du président Donald Trump n'ont pas découragé certains de ses partisans de se rendre aux urnes. Le coût de la défaite serait trop élevé. Je ne veux pas que le Parti démocrate ait un pouvoir excessif au Congrès des États-Unis. La raison principale est que la façon dont notre gouvernement est aujourd'hui, ce n'est plus nous le peuple, c'est nous le gouvernement. Mais les républicains ont perdu du terrain dans les banlieues d'Atlanta, ce qui a contribué à la victoire de Biden en novembre dernier. Les électeurs démocrates ont déclaré que le président élu allait avoir besoin du soutien du Sénat pour se mettre au travail. Faisons face à la pandémie. Je pense que c'est tellement accablant ce stade. Concentrons-nous simplement sur cela et inquiétons-nous d'autres choses plus tard. Certains disent qu'ils ont toujours confiance dans le système électoral malgré les attaques de Trump. Sans aucun doute, mon vote ici en Géorgie compte. Je pense que c'est insultant pour les nombreuses personnes qui ont travaillé pour ce scrutin, qui ont élaboré un plan pour notre vote en Géorgie. Même son propre parti dit que le vote est correct. Un record de 3 millions de Géorgiens ont voté par anticipation et la participation était élevée le 5 janvier, jour du scrutin.
Un mot encore sur l'actualité américaine pour vous dire que la police a ordonné l'évacuation de plusieurs bâtiments du Congrès américain aujourd'hui, alors que les partisans de Donald Trump manifestaient contre la certification de la victoire de Joe Biden devant le Capitole. Dans une ambiance très tendue, la police du Capitole a ordonné au personnel du Congrès d'évacuer le bâtiment Cannon ainsi que d'autres situés autour du Capitole peu après la fin d'un discours de Donald Trump. Le président avait alors appelé ses partisans à aller protester contre la certification par les élus du Congrès de la victoire de son opposant démocrate ayant lieu au même moment dans l'enceinte du Capitole. Je viens juste d'évacuer mon bureau à Cannon à cause d'une menace proche. Maintenant, nous voyons des manifestants attaquer la police du Capitole, a tweeté l'élu républicaine à la Chambre des représentants, Nancy Mace. Le point maintenant sur la pandémie de Covid-19. L'Amérique déplore un nouveau record de décès sur 24 heures avec plus de 3930 morts. D'après les derniers chiffres de l'université Johns Hopkins, 250 000 nouvelles contaminations ont été répertoriées. Quant à l'Agence européenne des médicaments, elle a donné son feu vert aujourd'hui au deuxième vaccin, celui du laboratoire américain Moderna. Le régulateur européen a autorisé le premier du duo Pfizer-BioNTech il y a plus de 2 semaines. Sur le continent africain, le président sénégalais Macky Sall a décrété hier soir l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu nocturne pour 2 régions, dont Dakar. Il a également fait part de nouvelles restrictions valables à partir d'aujourd'hui pour arrêter la flambée du coronavirus. Au total, dans le monde, la pandémie a fait au moins 1,86 million de morts depuis son apparition. Et retour en Europe pour braquer les projecteurs sur la Grande-Bretagne. Le pays est entré dans une nouvelle période de confinement hier, alors que les cas de Covid-19 augmentent de manière inquiétante après l'apparition d'un nouveau variant plus contagieux du coronavirus. De Londres, Henry Ridgwell nous fait le topo. Son reportage est relaté par Dili Diko. Les écoles élémentaires britanniques n'ont rouvert leurs portes que lundi matin. Mais dans la soirée, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un 3e confinement national. Le gouvernement vous demande une fois de plus de rester chez vous. Les écoles et les universités sont donc fermées. C'est une situation qui aura un grand impact sur les enfants, un impact profond sur leur bien-être et leur santé mentale. Ce confinement strict intervient à un moment où les hôpitaux sont débordés. Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de coronavirus a augmenté de 40% par rapport au pic atteint au printemps 2020. Le nombre total de décès a dépassé les 75 000 personnes. Le nouveau variant du coronavirus identifié dans le sud de la Grande-Bretagne en septembre est 70% plus infectieux que la maladie de souche et se propage rapidement à travers le pays. Nous recevons des gens qui ont la quarantaine, la trentaine, la vingtaine dans notre unité de soins intensifs. Ces personnes meurent du Covid. Cela a été l'une des pires relèves de toute ma vie. Très intense, je m'occupe de beaucoup plus de patients que je ne le fais d'habitude. Cette situation est tout simplement accablante. Une fois de plus, le gouvernement doit répondre à une urgence sanitaire croissante et à une crise économique résurgente, car les magasins et les services non essentiels sont contraints de fermer leurs portes. Le gouvernement a annoncé des subventions ponctuelles pour les entreprises pouvant atteindre 12 200 $, mais des centaines d'entre elles ont déjà fermé définitivement. Les confinements et les restrictions par niveau, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie, ont eu un énorme effet, un effet gigantesque sur l'industrie. C'est réellement une situation terrible. Cette fois, il y a une grande différence. La Grande-Bretagne a commencé les vaccinations de masse en utilisant le vaccin AstraZeneca de l'université d'Oxford lundi. Et 1 million de personnes ont déjà reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Le gouvernement a pour objectif de vacciner 2 millions de personnes chaque semaine à partir de lundi. Si le nombre de décès commence à baisser de manière conséquente grâce aux vaccinations qui augmentent et si tout le monde joue son rôle en suivant les règles, j'espère que nous pourrons progressivement sortir du confinement.
Si la campagne de vaccination se déroule comme prévu, cela pourrait arriver d'ici le mois de mars. Mais le gouvernement de Boris Johnson tient à prévenir les gens en leur disant que les semaines à venir seront les plus difficiles depuis le début de la pandémie. Ailleurs dans l'actualité, en République centrafricaine, 10 candidats de l'opposition réclament l'annulation de la réélection du président Faustin-Archange Touadéra. Il juge le scrutin discrédité. Le pape François a également eu son mot à dire aujourd'hui. Le souverain pontife, qui s'était rendu dans le pays il y a 5 ans pour encourager la population à la réconciliation, demande aux différentes forces politiques centrafricaines d'éviter toute forme de violence. De nouveaux affrontements meurtriers au Burkina Faso. Au moins 6 personnes, dont 2 supplétifs civils des forces de sécurité dans la lutte anti-djihadiste, ont été tués en début de semaine lors d'une attaque dans le nord du pays, près de la frontière malienne. Selon un élu local, les assaillants, au nombre d'une centaine, ont attaqué et incendié plusieurs sites, dont le marché. Ils ont également emporté des vivres et des engins à 2 roues. C'est aujourd'hui que le Soudan a paraphé l'accord de normalisation avec Israël. Khartoum a en même temps obtenu une aide financière de Washington après le récent retrait du pays africain de la liste américaine des États finançant le terrorisme. Lors d'une brève visite à Khartoum aujourd'hui, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a signé un accord donnant accès au Soudan à plus d'1 milliard de dollars annuellement pour l'aider à rembourser sa dette envers la Banque mondiale. La dette extérieure du Soudan est d'environ 60 milliards de dollars. Et voilà pour cette première tranche. N'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Les images du rassemblement des partisans du président Trump sur le Capitole à Washington, la capitale américaine. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Du nouveau, donc, dans l'actualité du Capitole dont on parlait en début de journal, bien évidemment. La pandémie de Covid-19 a affecté durement les personnes âgées. Parmi les plus vulnérables, cette frange de la population a parfois été confrontée à de longues périodes de confinement. Beaucoup de ces personnes sont isolées de leurs proches. Pour les aider, les personnels traitants et assistants sociaux dans des pays tels que l'Allemagne ont recours à la réalité virtuelle, comme on va le voir avec Mohamedou Mfa. La zone de libre-échange continentale africaine vise à rassembler 1,3 milliard de personnes dans un bloc économique de 3,4 milliard de dollars, ce qui représente la plus grande zone de libre-échange du monde libre depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. À la base, l'accord impose aux pays membres de supprimer les droits de douane sur 90% des marchandises qui proviennent d'un autre pays africain. Un geste qui, à lui seul, permettrait d'accroître la productivité économique de 52% en 2 ans, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'accord prévoit aussi la libre circulation des capitaux et des individus à l'échelle continentale. Selon Wamkele Mene, patron du secrétariat chargé de l'application de l'accord, dont le siège est à Accra au Ghana,
Cette zone de libre-échange continentale n'est pas seulement un accord commercial, il s'agit en fait d'un instrument pour le développement de l'Afrique. Les bailleurs de fonds affirment que l'accord stimulera le commerce entre voisins africains tout en permettant au continent de développer ses propres chaînes de valeur. La Banque mondiale estime que cela pourrait sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté d'ici 2035. Mais de la bureaucratie omniprésente et de la médiocrité des infrastructures, de nombreux obstacles doivent être surmontés si le bloc veut atteindre son plein potentiel. Le président rwandais Paul Kagame a tweeté « Nous devons travailler ensemble pour que ça marche ». Et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, de rajouter dans un tweet « La zone continentale africaine de libre-échange va fondamentalement changer la donne économique de notre continent. J'appelle les entrepreneurs de notre nation à saisir les nombreuses opportunités que ce dénouement historique offre pour explorer de nouveaux marchés et construire de nouveaux partenariats. » Le commerce dans le cadre de la ZLECAf devait être lancé le 1er juillet, mais a été repoussé après que le Covid-19 a rendu les négociations en personne impossibles. À ce jour, tous les pays africains, à l'exception de l'Érythrée, ont signé l'accord cadre et 34 l'ont ratifié. Et voilà, vous l'aurez remarqué, c'était un gros plan signé Arzouma Compaoré sur la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine. Il est l'heure maintenant de passer le relais à Yacouba Ouedraogo pour son tour d'horizon hebdomadaire des derniers grands événements sportifs dans le monde. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première rubrique sportive de l'année 2021. Nous la consacrons à un génie d'une discipline dont on parle peu et qui compte pourtant des champions mondiaux africains, le taekwondo. Pour ce faire, direction Niamey, la capitale du Niger, pour un gros plan sur Abdul Razak Alfaga, champion du monde et vice-champion olympique. Le taekwondoïste de 26 ans est une idole dans son pays, dans cette discipline qu'il a pratiquée en cachette dans son enfance. Suivez. Jusqu'à l'âge de 16 ans, Abdul Razak Alfaga a dû braver l'interdiction de ses parents de pratiquer le taekwondo, un art martial d'origine sud-coréenne à base de coups de pied et de poing. C'est d'abord son père qui lui interdit de pratiquer ce sport en apprenant la mort d'un cousin, victime d'un accident cardiaque après un entraînement. Après le décès de son père, quand il avait 12 ans, Alfaga renoue avec le taekwondo au Bénin, où il séjourne chez un oncle. De retour au Niger, il doit faire face à une autre opposition, celle de sa mère. Comme mon père nous a interdit, donc ma mère m'a dit ouais, donc je ne peux pas faire du taekwondo. Donc j'ai acheté mes débocs, je pratique en cachette. De 2009 à 2011, je pratique le taekwondo en cachette. Ma mère me saisit à chaque fois les débocs, mais ça ne m'a jamais découragé. Finalement, elle cède à une seule condition, qu'il soit le meilleur de la discipline. Condition bien remplie. Mesurant déjà 1,78 m à l'âge de 13 ans, Alfaga survole les compétitions de jeunes. Sa taille, un avantage, mais pas que, dit-il. Le meilleur de la catégorie, c'est la personne qui travaille plus. Et puis voilà. Et tu n'as pas besoin d'être grand pour être champion. Il faut juste le travail, c'est ça le secret. Un travail acharné qui a payé. Il perce sur la scène internationale à partir de 2012 et remporte l'or aux Jeux africains 2015. Aujourd'hui, du haut de ses 2,07 m pour 98 kg et visant initialement les Jeux olympiques 2020 de Tokyo, Abdul Razak Alfaga brûle les étapes et décroche son billet pour les JO 2016 en battant au tournoi de qualification son idole, le Malien Modibo Keïta, champion du monde 2007 et 2009. À Rio, dans le tournoi des plus de 80 kg, Alfaga crée la surprise en franchissant les étapes jusqu'en finale où il échoue face à l'Azerbaïdjanais Radik Isayev. N'empêche, il a offert à son pays la deuxième médaille olympique de son histoire, 50 ans après le bronze remporté par le boxeur Issaka Daboré au JO 1972 de Munich. Il est accueilli en héros à Niamey par des milliers de personnes, dont le président Mahamadou Issoufou. En 2017, il confirme en devenant champion du monde en Corée du Sud, la patrie du taekwondo, de quoi lui donner plus d'ambition à Tokyo l'été prochain. Ma mission, c'est d'aller à Tokyo et arracher la médaille d'or qui m'a échappé en 2016. Pour y arriver, son pays n'a pas lésiné sur les moyens. Le gouvernement nigérien finance actuellement l'entraînement du champion à Friedrichshafen, dans le sud de l'Allemagne. Pour moi, c'est une responsabilité très lourde en tant que jeune Nigérien de me sacrifier pour
honorer l'engagement du gouvernement et du peuple nigérien qui attend leur médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'or, oui, mais pour l'heure, la plus grande victoire d'Alphaga est d'avoir inculqué ce virus du taekwondo aux jeunes Nigériens qui rêvent de lui emboîter le pas, comme dans ce centre d'entraînement qu'il a ouvert à Niamey. Une cinquantaine d'enfants s'y entraînent et rêvent grand. C'est le Alpha, le grand combattant du Niger. Je voudrais gagner comme lui et gagner trop de médailles aussi, être un grand combattant. C'est justement le combat actuel d'Alphaga qui dit espérer voir son pays devenir une puissance mondiale du taekwondo. C'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et maintenant, comme promis, ce sujet de Mohamedou Oumfa sur la pandémie de Covid-19 et les personnes âgées, recours à la réalité virtuelle pour leur venir en aide. Dans cette maison de retraite à Cologne, en Allemagne, c'est un casque de réalité virtuelle qui a permis à Annalise Richmann, 81 ans, de s'évader de ses 4 murs pour vivre son confinement, un peu comme si elle était libre de ses mouvements. Elle a par exemple pu observer la cathédrale de Cologne depuis sa maison de retraite. Juste voir et observer, c'était génial. Une fois que je pourrai sortir et revenir, je vais aller visiter la cathédrale. Je ne pense pas que cela aura beaucoup changé, mais j'aimerais aller là-bas. Plusieurs experts pensent que les instruments et plateformes numériques telles que la réalité virtuelle et l'informatique en général contribuent à améliorer la communication et aident ces personnes âgées à garder le moral. Des outils encore plus nécessaires depuis que l'avènement du Covid-19 a obligé les autorités à imposer les mesures de distanciation sociale. Ils sont un moyen d'encourager la communication entre les soignants, les parents et les résidents eux-mêmes. Cela a beaucoup aidé. Vous découvrez des choses que vous n'auriez peut-être jamais découvert autrement et vous apprenez à mieux connaître les résidents qui partagent leurs expériences. Vous êtes emportés sur le moment. Ceci est d'autant plus important que les autorités sanitaires pensent que l'isolement pourrait devenir un facteur aggravant pour la santé des personnes âgées. Il y a un danger croissant d'isolement, de participation sociale réduite et de détérioration significative de la santé, surtout pour les personnes qui vivent déjà dans des situations avec beaucoup moins d'interactions sociales que d'autres. Cela met en danger leur capacité à mener une vie indépendante et digne dans un cadre social. Le Conseil d'éthique allemand appelle donc les maisons de retraite à rendre plus de contacts possibles, à la fois par le biais des solutions numériques et en personne avec les précautions nécessaires. Pour les personnes vivant dans des centres d'hébergement qui n'ont pas de parents, si elles le souhaitent, des volontaires devraient être disponibles. Des formes virtuelles de contact, comme des appels vidéo, devraient être proposées, étendues et activement soutenues. Mais le contact physique doit être autant disponible que possible. Les personnes âgées font partie des groupes qui sont prioritairement vaccinés contre le Covid-19. En attendant les bénéfices de cette vaccination et un retour à la normale, les maisons de retraite en Allemagne et ailleurs tentent comme elles peuvent de réduire l'isolement de leurs pensionnaires. Et du caviar pour refermer ce journal, eh bien le caviar blanc, trésor inattendu dans les Alpes autrichiennes, précisément à Grodzig, un village situé près de Salzbourg, en Autriche. Dans ce magnifique décor alpin, des esturgeons albinos rarissimes, dont le caviar au coût astronomique est expédié dans le monde entier, là où grandissent en pisciculture des femelles aux œufs qui valent de l'or. Seules 30 à 40 d'entre elles, dont 2 ou 3 en Autriche, en proposent du blanc, d'après l'universitaire Thomas Friedrich, qui coordonne à Vienne un programme de renforcement des populations d'esturgeons du Danube. Quand par miracle un albinos arrivait à l'âge adulte, à l'état sauvage, et finissait pêché en mer à Caspienne, raconte-t-il, ces œufs blancs étaient réservés exclusivement aux chats d'Iran. La dernière récolte à Grodzig ne pèse que 600 grammes et vaut près de 10 000 $. C'est 3 fois plus que le caviar noir, déjà considéré comme un produit de luxe. 10 000 $, voilà un plat qui vaut son pesant d'or, pour dire le moins. Point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. C'était Jacques Aristide depuis Washington. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Prenez bien soin de vous.
Merci, à demain.